Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Aujourd'hui, je me rends au sud-est de la Chine, dans la province du Fujian. C'est là que vivent les Hakka, une communauté descendante de l'ethnie principale, les Han. Ces derniers ont fui le nord du pays il y a une dizaine de siècles, lors des invasions de la Chine par des tribus d'Asie centrale. Dans cette région montagneuse où la terre est précieuse, les Hakka ont dû se regrouper pour survivre et défendre leurs biens. Ils ont alors créé une forme d'habitat unique en son genre, les Tulo, sorte d'enceintes communautaires et de forteresses paysannes, quasiment sans portes et fenêtres. Hongjun habite le Tulo familial depuis sa naissance. Il en est devenu le gérant et l'entretient comme un trésor en péril. Hongjun, bonjour. Bonjour Philippe, je descends te rejoindre. Bonjour, bienvenue dans mon Tulo. Il a été construit en 1842 par mes ancêtres et depuis, il est habité par notre grande famille. Donc depuis un siècle et demi, c'est la même famille qui habite dans ce Tulo. C'est une tradition chez nous, ce sont toujours les mêmes familles qui habitent les Tulos. Et moi, je vis ici avec ma femme et mon fils. Je vais vous montrer ce qu'est un Tulo. Suivez-moi. Les Tulos sont faits en bois et en terre. Vous voyez, c'est très beau. C'est magnifique. Dans les Tulos, on vit surtout au rez-de-chaussée. C'est là qu'on mange, les enfants jouent ici, et c'est aussi là que les adultes se réunissent pour les réunions importantes. Il y a combien de logements exactement? Il y a plus de 140 logements. Ah oui, c'est un habitat extrêmement compact. Et là, c'est mon appartement. Celui-là? Oui, et moi, j'habite ici. Là, c'est la cuisine. Les autres pièces sont au-dessus jusqu'au 3e étage. Ah, donc la disposition de l'appartement est verticale, c'est pas horizontal. Oui, c'est ça. La disposition est à la verticale. Nous pouvons emprunter 4 escaliers extérieurs. Chacun des 4 escaliers donne accès aux étages. On peut accéder à chaque pièce par ces escaliers. Dans les Tulos, c'est organisé comme ça pour chaque famille, à la verticale, du rez-de-chaussée au 3e. Ah, c'est franchement stupéfiant. J'ai rarement vu des organisations d'appartements comme ça. Moi, le Tulo, ça me fait penser au quartier d'une mandarine. Chaque famille dispose d'une tranche verticale identique. C'est un fonctionnement très égalitaire. C'est ce que nous ont transmis nos ancêtres. Nous, les Hakka, nous sommes venus ici pour vivre ensemble. Vous êtes né dans ce Tulo. Je suis né et j'ai grandi ici. Avant Hongjun, 22 générations se sont succédées dans ce Tulo. Et s'il y a moins d'un siècle, 500 membres de sa famille occupaient encore les lieux, ils ne sont aujourd'hui plus qu'une vingtaine de permanents. Les autres travaillent désormais dans les villes du pays ou à Taïwan et ne reviennent ici que lors des grandes occasions, comme le Nouvel An chinois. Dans le Tulo d'Hongjun, je rencontre très peu de personnes de sa génération. Une cousine, de rares enfants,
et surtout ses oncles et ses tantes. Mais pour Hong Jun, comme pour sa femme Su Cho, qui travaille comme guide dans le plus prestigieux Toulo de la région, ces habitats sont idéalement conçus. Venez Philippe, c'est par là. C'est un des 4 escaliers communs et on est obligé de passer par ici. Il y en a 2 de ce côté et 2 de l'autre. C'est au premier étage qu'on stocke la nourriture dans un endroit bien sec. Il y a des réserves pour stocker la nourriture. Il y en a 34 en tout. Toutes ces réserves servent à stocker toutes sortes d'aliments. Elles sont faites en bois de pin et de sapin. Elles sont bien isolées et ne sont pas ventilées. Voilà, ici c'est la réserve de notre maison. Regardez. Ah oui, c'est là où vous stockez tout. Tout est rangé ici. Chaque réserve est bien isolée et nous stockons tous les aliments. Et puis, là, c'est les cacahuètes. Oui, en effet, nous les cultivons nous-mêmes. On les lave et ensuite on les entrepose ici. Puis on peut les conserver sur une longue période parce que la pièce est totalement scellée. Il n'y a pas d'air qui passe et ainsi les aliments entreposés ne risquent pas de moisir. On était au premier et là c'est le deuxième. On va monter pour aller voir les chambres à coucher. À cet étage, ce sont les chambres à coucher. Et notre maison s'élève jusqu'au 3e. Ah oui, la vue est incroyable ici. Oui, ici il y a vraiment une vue panoramique. Et ici, c'est là où nous dormons. Merci. Vous pouvez sentir et comprendre que les étés sont frais et les hivers sont chauds dans cette chambre. Là, c'est le lit et ici, la penderie. Il y a 2 fenêtres, ça permet d'aérer et de mieux dormir. J'ai l'impression que la taille de la pièce ici est plus réduite que celle qui se trouve au rez-de-chaussée. Oui, c'est vrai. Le rez-de-chaussée est plus large que les autres étages pour mieux supporter la bâtisse. Au rez-de-chaussée, l'épaisseur du mur de l'enceinte fait 1,80 m. Au premier étage, 1,60 m. Au deuxième, 1,40 m. Et enfin au dernier, 1,20 m. La taille de chaque étage est réduite de 20 cm. Les pièces sont de plus en plus petites. Cela renforce la structure de l'édifice. Tous les toulots sont comme ça, ainsi ils ne peuvent pas s'abîmer. Je commence à éprouver le plaisir si particulier à vivre ici. La chaleur du bois, la sensualité des courbes, la sensation d'être dans un abri à ciel ouvert. Cette architecture m'apparaît plus comme un lieu propice à une vie collective paisible que comme une forteresse repliée sur elle-même. Là aussi, c'est très beau de voir cette montagne avec les arbres devant. C'est la montagne derrière notre Toulo qui représente un aigle avec ses ailes. C'est très étonnant parce que de l'extérieur, on a vraiment l'impression que le Toulo est une enceinte complètement fermée. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on se sent connecté avec le dehors. Oui, quand on le voit de l'extérieur, on a l'impression d'un château immense, et colossal. Et puis à l'intérieur, c'est chaleureux, familial. C'est le mystère des Toulos. Du XIIe siècle aux années 60, les Hakka ont bâti des milliers de Toulos. Il en reste aujourd'hui 3700 dans la province du Fujian. Il y en a des ronds, des carrés, des rectangulaires, des modestes et des prestigieux. Les Toulos sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008 pour leur architecture exceptionnelle. Ces édifices monumentaux aux allures de citadelles imprenables sont pourtant construits en terre crue, selon la technique du pisé, connue depuis l'Antiquité. La terre à laquelle on ajoute différents agrégats est pilée si durement qu'une fois séchés, ces bâtiments deviennent des modèles de résistance. Construire un Toulo représente cependant un labeur titanesque accompli par une centaine de personnes durant plusieurs années. Ça, c'est le socle sur lequel est posé le Toulo. Oui, ça c'est le soubassement de notre Toulo. Et il a une profondeur de 13 mètres. Selon les archives laissées par nos ancêtres, il y avait un marécage ici. Il fallait donc que le soubassement soit bien profond pour assurer la solidité d'une habitation aussi imposante qu'un Toulo.
Et là, on voit les grosses pierres qui constituent le mur de soubassement et puis le mortier qui assure sa solidité. Et vous le faites avec quoi exactement? Entre les pierres, on met de l'argile et ce qu'on appelait autrefois sanheitu. C'est un mélange de 3 matériaux, de la chaux, du sucre roux et du sable. Au-dessus, on mélange le sanheitu avec du riz gluant et des œufs et on le laisse fermenter avant de l'appliquer comme liant sur le mur. Ah ouais, alors ça c'est vraiment ce que vous utilisez ici parce que nous on ne le fait pas pareil, hein. On prend plutôt de la chaux pour assurer la solidité du mur. Et ce que j'aime particulièrement moi c'est ce petit joint en bois. Tout à fait. Ce joint en bois a pour but d'assurer l'étanchéité. Lorsqu'il pleut, il empêche l'humidité de remonter entre le soubassement en pierre et les murs en terre et il renforce ainsi la solidité des murs. Ces murs sont vraiment très solides. Ils peuvent résister au séisme, mais aussi au vent et aux incendies. Je trouve cette forme circulaire assez mystérieuse. Selon les archives, dans le passé, il y a eu un énorme tremblement de terre et toutes les maisons ont été détruites. C'est à ce moment-là que nos ancêtres ont eu l'idée de construire des habitations circulaires pour pouvoir résister au séisme. Grâce à cette forme, l'éclairage est identique partout. Les toulots ronds ne présentent aucun angle mort. C'est mieux pour voir arriver l'ennemi. Pour moi, cette forme circulaire, elle ne peut pas se résumer simplement à une fonction défensive. Le cercle, c'est aussi le symbole de la totalité, de l'infini, de l'unité, de la communauté. Et je suppose que cette dimension symbolique, elle est très importante ici. Oui, Philippe, vous avez raison. Au-delà des fonctions défensives et antisismiques, le rond représente l'harmonie et l'union, un symbole fort pour nous les Hakka qui vivons tous ensemble en communauté. Ce qui participe aussi de la magie des toulots, c'est leur implantation savante dans l'environnement naturel. Celle-ci est dictée par les règles du Feng Shui. Cet art millénaire vise à harmoniser les énergies d'un lieu pour favoriser la santé et la prospérité de ses habitants. Pour le toulot de Hongjun, un maître Feng Shui a décidé de l'implantation exacte que devait adopter le bâtiment. Son orientation, la situation de la porte d'entrée et même la disposition des meubles. Un maître Feng Shui est venu aujourd'hui pour m'initier. Son instrument de travail en main, mythique mais obscur, le luopan. Le luopan est composé de 3 cercles. Le premier, c'est le cercle de la Terre. Il sert à vérifier l'orientation de la montagne derrière. Le deuxième cercle, c'est celui de l'homme. Le troisième cercle, c'est celui du ciel. Donc, contrairement à nous, vous concevez l'espace de façon organique et symbolique en considérant que toutes les choses sont liées entre elles et qu'elles ont une signification. Oui, c'est exactement ça le Feng Shui. Il faut être en harmonie avec la nature. On accorde beaucoup d'importance aux 5 éléments qui nous entourent. L'or, le bois, l'eau, le feu et la terre. Il faut trouver la bonne combinaison entre ces éléments. Par exemple, s'il y a la montagne qui représente le bois, il faut une ouverture vers le feu. L'eau de ce tulot, c'est l'entrée de l'argent. Et derrière, il y a une montagne boisée. Il faut ces 3 éléments pour que ce soit bon. Ces énergies, comment vous faites pour les repérer? Le Feng Shui, c'est mystérieux. On ne peut pas le toucher, ni le voir. Il faut de longues années d'expérience pour ressentir les énergies.
Moi, je trouve ça très pratique de faire la cuisine dehors, à la fois pour des questions d'odeur et de température, puis aussi parce que c'est plus convivial. Oui, on peut cuisiner en discutant avec tout le monde. Traditionnellement, quand on mange à l'intérieur, on ne ferme jamais la porte. Vous savez pourquoi? C'est parce que chez les Hakka, on aime que les passants puissent voir ce qu'on mange. Comme ça, s'ils veulent goûter, ils sont les bienvenus. Du coup, on ne ferme jamais la porte pendant le repas. C'est très sucré, c'est à base de riz gluant. Qu'est-ce que c'est? C'est du bambou, ça. Ce sont des pousses de bambou sauvages. Elles viennent de la montagne. C'est vraiment délicieux. Merci, merci beaucoup. Vous avez vraiment vu les Toulots évoluer depuis votre naissance. La Chine a connu beaucoup de changements. Aujourd'hui, la famille n'est plus la même. Il y a moins d'enfants. Il y a aussi beaucoup moins de monde qui habite ici. Et les jeunes partent souvent travailler en ville. Alors, comment vous imaginez l'avenir des Toulots? Du temps de mon père, ils étaient une dizaine de frères et sœurs. Dans ma génération, on est 3 ou 4. Et mon fils est de la génération de l'enfant unique. Nous aimerions qu'il aille travailler en ville. Il gagnera mieux sa vie. Mais nous espérons qu'il reviendra vivre ici. Aujourd'hui, dans les Toulots touristiques, les jeunes reviennent pour travailler, par exemple comme guides, et ils gagnent de mieux en mieux leur vie. Ce matin, Sucho veut me montrer l'impact du tourisme sur les Toulots. Elle m'embarque sur la route qu'elle emprunte chaque jour pour travailler dans le plus connu d'entre eux, Sen Shenlu, le roi des Toulots. Depuis plusieurs années, le roi des Toulots fait partie d'un circuit incontournable pour des touristes principalement chinois qui affluent de tout le pays. Construite par un riche négociant de tabac au début du XXe siècle, la bâtisse est majestueuse. Avec ses anneaux concentriques, ses 4 niveaux et ses 222 appartements pouvant loger 1 millier d'habitants. « 42 familles vivent encore dans les différentes pièces de ce Toulo. Donc là, il y a toujours 200 personnes qui vivent dans ce Toulo. Tout à fait, il y a plus de 200 personnes. Comme les touristes sont nombreux, pour avoir un peu plus de revenus, chaque famille a ouvert une petite boutique comme celle-ci. Donc ils ont aménagé l'espace de la cuisine en échoppe et il n'y a que des produits locaux. Ouais, du thé. C'est du thé de la vallée. Et là, ça c'est du miel. Du miel sauvage. Hein? Ouais, il faut faire attention. Hein. Allez, allez-y. Il y a 10 ans, les Toulots étaient pratiquement inconnus des Chinois et menacés d'abandon par leurs habitants. Aujourd'hui, ils sont ressuscités par l'explosion du tourisme de masse, mais à quel prix? Si le revenu des Hakka a doublé en 5 ans et que l'argent finance en partie l'entretien de certains Toulots, ces havres de paix sont désormais noyés sous le flot quotidien et bruyant des visiteurs. Dans une Chine qui change à toute vitesse, je me demande quel sera l'avenir de ces étranges bâtiments. Sont-ils voués à devenir des musées, des vestiges d'un temps passé, ou sont-ils encore capables de retenir les jeunes générations en s'adaptant aux exigences du confort moderne? En arpentant la province du Fujian, je constate que des habitations contemporaines en béton
se sont développés partout, jusqu'aux portes des Toulots. Pourtant, loin de disparaître du paysage, ces derniers se tiennent droits, comme de glorieux bastions de résistance. Suzhou m'a indiqué un Toulot plus moderne, perché dans les montagnes. Oh! C'est franchement incroyable ici. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est un Tulou dans un Tulou. Le moderne dans l'ancien. C'est complètement différent et en même temps, on reconnaît tout de suite l'organisation de l'espace, la composition du lieu, la place centrale, des nouveaux matériaux, mais tout en respectant l'ancienne forme d'organisation de l'espace. Des familles d'agriculteurs Hakka habitent la région depuis 29 générations. Ces dernières années, les résidents de ce Toulot ont jugé qu'ils vivaient trop à l'étroit, au point d'en venir à une idée d'aménagement vraiment inédite. Je rencontre Lin Qiang, un de ses habitants. Chaque famille du Toulot a construit une partie nouvelle dans le prolongement de l'ancien. D'accord. Donc ceux qui habitent ici habitent aussi exactement derrière, dans le Toulot ancien. Oui, tous habitent aussi dans l'ancien Toulot. Ça représente 5 à 600 personnes. Nous avons commencé les travaux il y a 5 ou 6 ans. Chaque famille finance les travaux avec ses propres revenus. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, vous allez construire partout autour? Ce n'est pas encore construit, mais ils vont construire pour qu'au final ce soit rond. Comme ça, tout est connecté. C'est plus beau. Ici, c'est chez moi, de chaque côté. Par ici et par là. Là et là. Donc c'est l'extension de votre maison. Venez, on va rentrer. À l'exception d'un escalier intérieur, ce nouveau bâtiment reproduit à l'identique l'ancienne structure de terre et de bois, mais en un assemblage hétéroclite de briques, de verre et de métal. D'un côté, on entre dans la modernité par les matériaux et l'ameublement. Et de l'autre, on reste fidèle à l'organisation verticale des parties privatives, mais aussi circulaire de l'enceinte communautaire. Alors là, on voit qu'il y a des formes très intéressantes d'appropriation de l'espace commun. On ne sait pas si c'est public ou privé. Il y a ce petit réchaud qui est posé devant la maison et qui déborde sur un espace de circulation qui peut être emprunté par tout le monde. Et donc, il y a la question du seuil entre le chez-soi et ce qui est partagé par tous. Et on voit que ces seuils sont des seuils perméables, sont des seuils changeants. Et c'est assez riche en termes d'expérience de l'espace. L'inventivité qui permet à un habitat d'évoluer avec les époques est un atout majeur de sa pérennité. Une porte ouverte aux aspirations des générations futures. Le fils de Lin Qiang, Lin Min, s'inscrit lui dans cette dynamique. Chaque week-end, il quitte la ville où il étudie et accomplit les 3 heures de train qui le ramènent dans le Toulot familial. Toi, t'as préféré rester dans l'ancien Toulou? Oui, en effet. J'aime bien l'ambiance. Et la température est plus stable que dans le bâtiment d'en face. Quand tu auras fini tes études, est-ce que tu voudrais vivre ici et fonder ta famille ici? Bien sûr. Je pense que tôt ou tard, je reviendrai vivre ici. Certainement quand je serai vieux. Mais ici, c'est la campagne. Il faut que j'aille à la ville pour gagner ma vie. Si j'avais le choix et que j'avais plus de temps, je rentrerais à la maison plus souvent. Pour moi,
Il n'y a pas mieux que d'être chez soi. Mais pendant les fêtes et le Nouvel An, je n'oublierai jamais de revenir ici, parce que c'est là que vivent mes parents. C'est peut-être ça l'avenir des Toulots, leur capacité à se réinventer eux-mêmes en mariant l'ancien et le moderne, en adaptant des structures traditionnelles aux nouveaux critères du confort. J'espère que les Hakka et leurs Toulots demeureront porteurs de cet art d'habiter si exceptionnel qui leur a permis de traverser les siècles.